Alors, bienvenue à l'émission en classe sur ORTM. Le cours de ce matin porte sur conscience, identité, universalité. Voyons donc la situation problème. Lors d'un débat télévisuel sur le thème de la conscience, un élève de la 11e année SES entend cette phrase qui l'intrigue. La conscience est le propre de l'homme, mais cela n'empêche que des individus soient taxés d'inconscients. Il décide donc d'avoir des éclaircissements auprès de son professeur de philosophie en lui posant des questions sur la conscience, l'identité, l'universalité et le rapport qui peut exister entre ces concepts. Dans l'exposé détaillé donc du problème, voilà comment nous allons procéder. À l'activité numéro 1, nous allons voir la définition des concepts. À l'activité numéro 2, on va voir la typologie. Et à l'activité numéro 3, nous allons voir les rapports qui existent entre conscience, identité et universalité. Activité numéro 1. Voyons donc la consigne. À partir de tes propres recherches, définis chacun des concepts suivants. Conscience, identité, universalité. Voyons la synthèse partielle. C'est quoi la conscience? D'abord son étymologie. Du latin conscientia, composé du préfixe con, avec, et de scientia qui signifie connaissance. Donc, quels sont les autres sens du mot conscience? C'est d'abord la connaissance qu'a l'homme de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Ensuite, c'est quoi la conscience? Sur le plan éthique, la conscience est le sentiment qui pousse l'homme à classer les choses selon le bien et le mal et à éviter le mal pour le bien. Donc, si on se fait une certaine représentation, il y a des éléments qui préparent à la conscience. Sans ces éléments, la conscience serait impossible. Il s'agit notamment d'abord de la mémoire. C'est quoi la mémoire? La mémoire, c'est la capacité à stocker les informations. Après avoir stocké les informations, nous sommes en mesure de les ramener à la conscience pour faire usage. Identité maintenant. Qu'est-ce que l'identité? Voyons la définition étymologique. Du latin identitas, lui-même formé à partir de idem. Idem, c'est quoi? Ça veut dire le même. L'identité est donc ce qui fait qu'une chose est la même chose qu'une autre. C'est le fait que plusieurs choses ne sont qu'une ou comprises sous une même idée. Là, on peut parler de personnalité civile d'un individu légalement reconnue ou constatée. Par exemple, la carte d'identité. Ensuite, le caractère unique d'une communauté humaine formant une unité. Là, on parlera alors d'identité culturelle. C'est quoi l'universalité? Son étymologie d'abord, ça vient de universalisatem. C'est quoi? Celui-ci vient de universalis, qui veut dire universel. Donc, l'universalité, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est général, ce qui est partagé par tout le monde. Ensuite, c'est quoi l'universalité? C'est le caractère de ce qui s'étend à tous, de ce qui embrasse tout. Universalité d'une vérité, par exemple, universalité d'une explication, universalité d'une méthode scientifique. Ensuite, c'est le caractère de ce qui s'étend à l'ensemble des hommes, ce qui est commun à tous les hommes. Universalité d'une croyance, universalité de la raison. Après donc la définition des concepts, nous passons à la typologie. Voyons la consigne. À partir de tes recherches sur le net, tu identifies les types de conscience, d'identité et d'universalité. D'abord, les types de conscience. On peut distinguer deux types de conscience. D'abord, la conscience comme représentation du monde. Elle se traduit par la sensation ou par l'impression. Le cerveau humain, en fait, ressemble à un miroir, capable de refléter les objets du monde extérieur et capable de remémorer. On a parlé de la mémoire. La mémoire, c'est quoi? Capacité de stockage. Donc, lorsque nous avons la perception, ça veut dire que notre intuition est en contact avec les objets du monde extérieur.
Nos organes de sens sont en contact avec les objets du monde extérieur. Cela nous donne des impressions. C'est ce qu'on appelle perception. Donc, à partir de la perception, notre cerveau, qui ressemble au miroir, reflète les objets du monde extérieur et nous avons la capacité de reproduire ces images-là que nous avons reçues du monde extérieur. Donc, ce type de conscience, c'est quoi? Une conscience orientée vers le monde extérieur, capable de le comprendre, tout comme le miroir reflète la réalité. En petit b, nous avons la conscience de soi. En fait, la conscience de soi, c'est quoi? Ce n'est plus notre connaissance du monde extérieur, c'est notre connaissance que nous portons sur nous-mêmes. Cette connaissance que nous portons sur nous-mêmes peut avoir deux aspects. D'abord, un aspect purement moral qui consiste à voir si ces comportements sont en réalité relèvent ou respectent les normes établies par la société. Ensuite, un aspect cognitif. Cet aspect cognitif dit quoi en fait de la conscience? Voyons Descartes, dans le Cogito, il a constaté que depuis notre enfance, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons donc beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations dans la conscience. Les unes sont vraies, les autres sont fausses. Alors, pour faire table rase et désormais ne garder que des connaissances vraies, il va faire usage de sa connaissance à travers le mécanisme du doute. C'est pourquoi Descartes, après avoir douté de tout et même de son corps, finit par découvrir qu'il existe. Donc le je, ce je pense, donc je suis, explique la manière dont l'homme d'abord se rabat sur sa conscience pour aborder et comprendre le monde extérieur. Ensuite, venons au type d'identité. On a dit qu'il existe deux types d'identité. D'abord, l'identité individuelle. C'est quoi l'identité individuelle? C'est un ensemble de caractéristiques permettant de reconnaître les propriétés d'un individu. Par exemple, la carte d'identité permet de vérifier l'authenticité de l'identité. Ensuite, l'identité culturelle. C'est quoi l'identité culturelle? C'est un ensemble de normes, de règles, de valeurs propres à une communauté déterminée. Exemple, la façon de se coiffer, la façon de s'habiller, les rites sépulcraux, etc. permettent d'identifier les comportements d'une communauté par rapport à une autre. Voyons maintenant les types d'universalité. Il n'existe qu'une seule universalité, mais lorsque l'on oppose l'universalité à l'identité, le terme nous renvoie à l'universalisme. L'universalisme. Or, il existe plusieurs types d'universalisme. D'abord, l'universalisme religieux. L'idée que certaines religions ont une vocation universelle. Exemple, le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Jésus est venu en tant que sauveur de l'humanité. Donc, des religions qui se donnent à portée universelle. Ensuite, l'universalisme politique. Il comprend aussi un aspect institutionnel et un aspect républicain. Que dit l'aspect institutionnel? L'aspect institutionnel considère que tous les peuples doivent être représentés dans la conduite des affaires du monde. Par exemple, la mondialisation démocratique. Quant à l'aspect républicain, il décrit la République comme une et indivisible, dont tous les citoyens sont égaux en droit et propose son modèle comme un idéal universel. Ensuite, nous avons l'universalisme philosophique. C'est quoi l'universalisme philosophique? C'est en fait l'idée que la raison gouverne le monde. Cette idée que la raison gouverne le monde a commencé d'abord avec Anaxagore, ensuite avec Socrate qui parle par exemple de son daimon. À chaque fois que Socrate était en face d'un problème, il se demandait s'il peut interroger son daimon, son démon. Ce démon, c'est quoi? Son fort intérieur qui lui permet de faire la différence entre le bien et le mal, de suivre le bien et d'éviter le mal. Enfin, nous avons l'universalisme moral. C'est quoi l'universalisme moral? En fait, il est le fait de croire qu'une même éthique s'applique à tous les hommes, indépendamment de la couleur de la peau, indépendamment de la culture, indépendamment du sexe, indépendamment de la race. Tous les hommes, en réalité, sont en mesure de comprendre le bien
et le mal, d'éviter le mal au profit du bien. À l'activité numéro 3, nous allons voir donc les rapports qui existent entre la conscience, l'universalité et l'identité. Lisons la consigne. À partir de tes recherches, tu montres les rapports qui existent entre la conscience, l'identité et l'universalité. Là, nous avons établi des séquences. Vous voyez d'abord les rapports qui existent dans le domaine de la culture. Vous voyez, nous sommes dans le concert des nations. Il y a plusieurs peuples. Mais tous les peuples n'ont pas pu porter leurs valeurs à une sphère universelle. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que dans la rencontre des civilisations, il y a eu des peuples dont la vocation était vraiment de chercher à dominer le monde, pendant que d'autres peuples ont cherché à vivre en harmonie avec la nature. Donc les peuples qui ont cherché à dominer le monde ont imposé leur culture, ont fait étendre leur culture à l'échelle mondiale. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des cultures qui se veulent comme des cultures à portée universelle. Et d'autres cultures relèvent vraiment des caractéristiques des populations locales restreintes. Vous voyez ici, la meilleure manière donc de se comporter est celle des peuples dominants. Cela n'est pas une vérité en soi, mais c'est par leur agressivité que ces peuples-là ont su étendre, diffuser leur culture à l'échelle planétaire. Dans le domaine de la connaissance maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, dans le processus du travail, l'homme exploite la nature pour subvenir à ses besoins. Mais les techniques et technologies utilisées pour exploiter la nature diffèrent d'une communauté à une autre. En ce sens, les techniques d'exploitation de la nature relèvent de l'identité parce que chaque peuple a sa façon, a ses méthodes, ses techniques qu'il utilise pour exploiter la nature et arriver à ses fins. Mais au-delà de cela, la science en tant que telle, c'est quoi? La science, c'est un ensemble de théories cohérentes exprimant les lois générales de fonctionnement de la nature, et la science est universelle. Donc si la technique en tant qu'application des résultats de la science relève de l'identité, relève des comportements particuliers de chaque population ou de chaque peuple ou de chaque communauté même, vous trouverez que la science globalement est universelle parce qu'elle est unique dans sa méthode et unique dans ses résultats. On peut prendre un exemple. Si vous prenez aujourd'hui la sidérurgie, tous les peuples savent que l'utilisation du fer augmente la productivité, mais les peuples ont différentes manières d'exploiter ou d'extraire le fer. Par exemple, la sidérurgie avec les entreprises occidentales, c'est différent de la sidérurgie comme des moyens rudimentaires qui partent de l'extraction de certaines pierres qui, en réalité, dont les pratiques ont existé en Afrique ici. Maintenant, dans le domaine de la morale, en fait, si nous faisons référence à Emmanuel Kant, il pense qu'il y a deux manières pour l'homme d'agir. Soit on agit par intérêt, soit on agit par devoir. Lorsqu'on agit par intérêt, on dirait que l'action n'est pas morale. Mais lorsque l'on agit par devoir, l'action est morale. Pour étayer cela, Kant dégage des règles morales qu'il appelle impératifs. Ces impératifs se présentent sous deux formes. Il y a des impératifs hypothétiques. Ces impératifs hypothétiques disent quoi en fait? La fin veut les moyens. Là, il n'y a pas de règle universelle. Mais il y a un autre impératif qu'il appelle l'impératif catégorique, dont la règle fondamentale, c'est quoi? D'agir d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux jamais faire à autrui dans le domaine de la morale si tu ne voudrais pas qu'autrui te fasse la même chose. Donc le critère pour évaluer l'action morale, c'est le critère de réciprocité. La réciprocité, c'est quoi? Chaque fois que je veux poser une action sur autrui, il faudrait que je pense sur l'inverse. Est-ce que ça me plairait qu'autrui me fasse la même chose?
Donc si la réciprocité est possible, on peut dire que l'action est universalisable et morale. Si la réciprocité n'est pas possible, donc l'action n'est pas universalisable. Par conséquent, n'est pas une action morale. Toujours dans le domaine des rapports, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le domaine politique, par exemple, la politique comme mode d'organisation sociale est propre à tous les peuples. Tous les peuples sont conscients qu'il faut s'organiser pour faire face aux défis de la vie. Mais il y a certains modes de gouvernance qui ont pris le dessus sur d'autres. Il y a donc une sorte d'impérialisme culturel qui s'est imposé sur d'autres peuples. Cela est dû, comme je l'ai dit, cela est dû au fait qu'il y a des communautés qui ont voulu dominer le monde et d'autres communautés qui ont voulu rester en harmonie avec la nature. Donc les cultures dominantes, les politiques dominantes, les législations dominantes sont celles des peuples dominants. Voilà donc de façon brève expliquer la leçon sur conscience, identité, universalité. Merci de votre écoute attentive.